fais du mal. Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. Un duo qui prend pas ça pour du cash. Merci d'être là. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Francis, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité? C'était un petit peu surprenant pour moi, mais finalement, le gouvernement du Canada s'est entendu avec Google pour la mise en place d'un fonds. Ouais, quand même, on peut célébrer. La mise en place d'un fonds de 100 millions de dollars par année pour financer le journalisme local, journalisme indépendant et tout ça. Donc, c'est effectivement matière à célébration. Tu sais, on décortique ça, évidemment, trois choses, mais bon, évidemment, moi, personnellement, Phil, je trouve que c'est beaucoup d'argent. C'est tant mieux, mais j'en ai parlé avec Marie Dumont plus tôt cette semaine. Je trouve que, tu sais, Google, c'est comme un peu mis un doigt dans un engrenage infernal. Là. On n'est pas beaucoup, hein, 40 millions de Canadiens, là, 100 millions, là, c'est 2,5 $ par Canadien. Imagine s'il faut faire la même chose aux États-Unis demain, puis la même chose en France, puis en Allemagne, puis en Amérique. À 100 millions, ouais. Non, ça c'est Amazon, mais en termes d'argent, je pense qu'ils ont l'argent. Moi, ce que j'aime du principe, c'est qu'ils vont avoir un minimum de partage. Puis de voir Google le faire, ça va forcer les autres à le faire. Parce que Meta est bien loin, mais il est loin de le faire, Facebook. Là. Mais là, t'as un géant qui vient de faire un geste de responsabilité corporative. Je pense quand même qu'on a tort de mettre les deux dans le même bateau parce que c'est pas du tout la même utilisation. Tu sais, Google, apparemment, générait des centaines de millions de dollars de revenus à partir du contenu journalistique. Je pense pas qu'on peut dire la même chose de Facebook. Selon ce que j'ai pu comprendre, là, la fréquentation de Facebook a pratiquement pas varié depuis qu'ils ont cessé de publier des nouvelles canadiennes. Ce qui veut dire qu'essentiellement, ça a peu ou pas d'impact sur leur bottom line, alors que pour Google, c'était majeur comme source de revenus. Donc, éventuellement, ça se pourrait qu'on se retrouve dans un Facebook là, à terme sans nouvelles, plus jamais. C'est ce qui est quand même fou quand ça va faire plus mal aux médias parce que les médias, d'après moi, ont plus besoin de Meta, Facebook que de Google. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je vais dire une affaire, là, je consomme... aujourd'hui, je vais consommer la nouvelle directement sur le site de la nouvelle, mais avant, Facebook, pour moi, c'était mon fil de presse. Oui. Toi, je sais que pendant un bout, ça a été Twitter, pendant un bout. Là, oui, pendant un bout, puis ça, c'était avant même Elon Musk. Maintenant, personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn, mais il n'y a pas tant de nouvelles sur LinkedIn. Ouais. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires, là, avec des gens de promotion, toutes sortes d'histoires d'entrepreneurs, etc. Mais il y a de la nouvelle, effectivement. Puis pour moi, c'est peut-être un peu lié à mon réseau personnel, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles internationales. Ce que sur Facebook, personnellement, j'avais toujours beaucoup de la nouvelle locale. Puis c'est un petit peu ça qui... Tu parles de fil, là, de flux de nouvelles. C'est un peu ça qui me manque, entre guillemets, parce que Google n'a pas tant ça. Si tu cherches, tu trouves, là, mais cette idée que d'autres gens dans ton réseau trouvent des chroniques ou des nouvelles intéressantes, les partagent puis que ça génère des conversations, ça, il n'y a pas tant d'alternatives actuellement à Facebook pour moi, personnellement. Moi, je pense qu'une des raisons pourquoi Google a réglé comparativement Meta en ce moment, c'est que Google a des choses à vendre à des gouvernements, tu sais, des nuages, de la technologie. Tu sais, Google a une grosse branche service. Tu peux pas dire, je m'arrangerai pas avec toi. Leader, c'est ça. Alors que Facebook, pas du tout. Pas du tout. Ça va changer. Un peu de pub, sûrement, là, les ministères qui font de la publicité. Tout. Phil, on parle un petit peu de batterie. Oui, filière batterie. Écoute, j'en ai parlé. Là, j'arrête pas de parler de ça à Benoît Dutrisac, mais bon. Je suis sûr qu'on n'est pas d'accord. Non, ça c'est pas nouveau. Mais en fait, finalement, le président d'Investissement Québec, finalement, il y a quelqu'un qui nous dit la vérité dans cette histoire-là. Finalement, quelqu'un va devant les Québécois puis qui ose dire que c'est un pari risqué. Mais tous les paris sont risqués. Ouais, c'est pas ça que le gouvernement a dit. Moi, ce qui m'inquiète, Fitzgibbon nous a pas dit ça, puis Fitzgibbon a comparé ces investissements-là au meilleur. C'est un politicien, Guy Leblanc, c'est un banquier. Je veux dire, évidemment, t'es un banquier, il fait quoi? Il gère des risques. Je veux dire, tu t'achètes une maison, c'est risqué, t'achètes un char, c'est risqué, tu mets l'argent dans un REER, c'est risqué, tout est risqué. La vie, sauf que là, en ce moment, le gouvernement du Québec, a décidé de risquer
OK? 30 milliards de dollars. Rajoute à ça le fédéral, on est à 50 milliards. Donc, il y a 50 milliards de dollars au Québec qui vont être investis dans la filière batterie sous forme de prêts, d'équité, de subventions. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a des terrains qui ont été vendus beaucoup plus importants que leur valeur. Là. C'est sorti dans les médias. Là. Il y a une évaluation du terrain qui a été vendue. C'est toujours lié à la valeur que tu vas générer. Non, la personne a déclaré dans les médias. Là, un des propriétaires du terrain a dit on savait qu'il y avait de l'argent du gouvernement. Ouais. Donc, on savait. L'évaluation du terrain de 2020 vaut 90 millions. C'est pas la taille. C'est pas ce que dit Luc Poirier dans les médias. Luc n'a pas dit ça, mais ses partenaires, là, ils se contredisent. C'est pas les partenaires, c'est les gens qui sont sortis trop tôt de la patente puis qui n'ont pas réussi à empocher alors que Luc, en tout cas, bref, on l'invitera à l'émission, Luc, il nous racontera ça. Ceci dit, Phil, je te ferai remarquer que dans les années 60, quand Jean Lesage puis René Lévesque faisaient Hydro-Québec, le monde il disait « Ouais, c'est risqué ». Fait que, tu sais, à quelque part, je veux pas faire d'analogie identique, mais la filière batterie, oui, c'est risqué, mais on en reparlera si tu veux tantôt. On bat des records aux États-Unis, au Canada, de vente de véhicules hybrides chargeables, de véhicules purement électriques. On parle de entre 15 et 18% des véhicules qui ont été vendus au troisième trimestre qui étaient des véhicules électriques. It's not going anywhere. Tu comprends? C'est certain qu'il va y avoir une immense demande pour ça. Fait que pour moi, c'est un pari. J'ai dit exactement ça. C'est le pari de Fitzgibbon. Mais un pari, c'est risqué, mais you can win big. Si tu ne risques rien, tu n'as rien. Robert Bourassa et Jacques Parizeau, dans les années des barrages, ont commandé des études. Ils ont demandé des avis ministériels. Le gouvernement du Québec a décidé, ça a été déclaré par Guy Leblanc. Il a dit qu'il n'y a aucune étude. Il n'y a rien. Ils se sont mis en catimini. Il n'y a aucune étude sur les véhicules électriques dans le monde ou la demande de batterie. Sur l'investissement de la filière batterie. Mais bon, c'est bon. Mais les pro-batteries sont contents. Ça va coûter 100 milliards chez Hydro-Québec aussi. Oui. Contrairement à qui, genre, ta carte les pôles au pétrole, genre, maintenant ta carte du lobby de la batterie. N'importe quoi. C'était Black Friday, Cyber Lundi, pas tant de trucs. Vive la surconsommation. Bah oui, puis non. Moi, j'ai acheté plein d'affaires, évidemment, comme tu me connais, sur consommateur pour Noël. Je me suis acheté un drone. Là. Je te reparlerai de drone certainement dans les prochaines émissions. Je trippe avec mon nouveau DJI Mini Pro. Et je ferai des photos de du fleuve. En tout cas, on mettra ça sur la page Facebook. Mais grosso modo, c'était intéressant. C'était le vendredi fou, donc, et le cyber lundi. Puis ça a été mieux que ça a été une année record, en fait. Donc, alors que plusieurs analystes, économistes, etc., anticipaient une diminution des ventes, en fait, on a observé une augmentation d'à peu près 2% des ventes. C'est pas une augmentation stratosphérique, mais c'est une augmentation par rapport à l'année précédente. Et donc, c'était, on peut dire, somme toute, un bon Black Friday, un bon cyber lundi. Donc, tant mieux, on peut dire. Mais ce qui m'étonne, évidemment, là-dedans, Phil, c'est qu'on parle constamment de ralentissement, de credit crunch, tu sais, de limitation du crédit, etc. Et pourtant, ça semble que les consommateurs américains battent le fer pendant qu'il est chaud. Donc, ça sera à voir si pendant toute la période de décembre, il y a un ralentissement. Si peut-être que les gens ont concentré leurs achats pendant que c'était peu cher pendant ces quelques journées-là de grands rabais. Mais historiquement, Phil, là, j'en ai parlé aussi plus tôt cette semaine, mais historiquement, c'est comme les films. Là. Si le premier week-end est bon, généralement, la performance est continue. Donc, si le premier week-end des fêtes est bon, généralement, c'est un bon mois de décembre aussi pour les détaillants. Donc, surconsommation, tu y vas de ton petit commentaire Québec solidaire, là, mais par ailleurs, je veux dire, c'est une très bonne nouvelle pour nos détaillants. Là, je veux dire, toi qui as des clients dans le domaine du détail, tu devrais te réjouir qu'ils fassent des bonnes ventes. En fait, moi, j'étais content que... J'étais content qu'on surconsomme. Non, mais c'est ça, je prends juste pas la surconsommation. As-tu vraiment besoin de 4 téléviseurs? Bon, oui, Pierre-Yves McSween, quand on a besoin de lui. Les ventes doublent, mais les profits se font attendre. En Lion Électrique, qui a décidé de sabrer 10 % de son effectif, c'est quand même 150 emplois qui se sont perdus cette semaine. Oui, c'est ça. Malgré 125 millions de subventions depuis quelques années, ils ont décidé à cause... Mais tu sais, tu parles de la filière batterie puis l'électrification des transports. Lyon, il n'y en voit pas de demande, là. Ils vont réduire ils ont augmenté de 100% leur vente, Phil. Fait que je sais pas comme que 100%, mais ils ont doublé leur vente. Ils ont doublé leur vente, mais ils ont manqué le target de 50. Oui, mais ils ont doublé leur vente. Fait que c'est ça, c'est tout ça le discours. Tout le monde dit il y a pas autant de demandes. Simonac, je veux dire, ça augmente de 30% par année. Nomme-moi d'autres industries qui, dans une période de ralentissement économique, augmentent de 30% par année. Je vais te nommer un winner. Le monde dit il y a pas autant de demandes qu'on pensait. Vous attendiez quoi qu'il y ait 800% d'augmentation?
Non, il n'y aura pas eu 100%, mais 30% year after year after year. C'est une très grosse augmentation. Là, Lyon, ils disent qu'ils doublent. Évidemment, l'enjeu, comme tu l'as évoqué, Phil, c'est qu'ils doublent les ventes, mais ils ont de la difficulté à contrôler les coûts. Ils sont dans une période ils continuent d'investir fortement. Ils ont cette usine, je crois, en Illinois, là, qui est à Joliet, ce qui est comme dans la place. Mais grosso modo, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont donc doublé leurs revenus de 40 à 80 millions par rapport à l'année dernière. Mais la perte d'exploitation, elle demeure très importante. Donc, ils avaient perdu autour de 20 millions l'année dernière. Ils continuent à perdre quelque chose comme 13-14 millions. À un moment donné, il faut couper dans la perte. Puis j'ai calculé, tu sais, vite, là, selon, je connais pas les salaires chez Lyon Électrique, mais 150 personnes à 50, 75, 100 000, je sais pas, ben, c'est quelque chose entre 7 et 15 millions de coûts de moins l'an prochain. Donc, possiblement qu'avec ce 10% de main-d'œuvre, ils pourraient arriver au fameux point mort, là, au break-even. Et donc, puis l'enjeu, Phil, je pense pas que l'objectif, c'est de devenir rentable à court terme. Ils doivent continuer d'augmenter la capacité de production, la cadence. Tu sais, entre nous, ils livrent 250 camions et autobus par année. Tu sais, c'est bien, mais... C'est pas une grosse opération. C'est cute, là. Tu sais, mais si l'objectif, c'est de se rendre à 1000, puis à 10 000, puis à 100 000, à un moment donné, ils vont pas être rentables. C'est juste qu'il faut qu'ils arrivent à une forme de contrôle des coûts pour que les investisseurs, dont Investissement Québec, dont la Caisse, dont un paquet de monde, aient envie d'en remettre. Parce que là, actuellement, tu brûles du cash comme il n'y a pas de lendemain. Tes investisseurs, ils n'ont peut-être pas envie de recontribuer. Ça savoir comment que les autobus Jardin réagissent. Ils voient tout l'investissement qui a été fait par rapport à eux. Je sais qu'ils n'étaient pas contents aux dernières nouvelles, mais bon, je vais m'en tenir à ça. Je ne connais pas suffisamment de dossiers pour t'en parler. Il y a beaucoup d'institutions financières qui limitent ou qui abaissent de façon unilatérale les marges de crédit, les prêts. C'est sauvage, ça, hein, quand même. Ben, en fait, c'est un article dans le Journal de Montréal. Si tu te rappelles, il y a quelques auditeurs qui nous avaient écrit, nous avaient envoyé une lettre qu'ils avaient reçue de l'institution financière. Carrément, la lettre qui dit « On diminue de 20 vos facilités de crédit. » La personne me dit « J'ai jamais été en retard. J'ai toujours payé. » Mais là, ils font ça de façon arbitraire. Puis moi, j'ai parlé à un VP d'une banque avec un logo rouge et qui me disait que c'est juste une gestion du risque. Oui, c'est une question de gestion de risque. Quand même, du point de vue microéconomique, là, t'es là, tu t'as ta carte, puis, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, Phil, ma carte, je m'en sers, là, puis, tu sais, peu importe, mais mettons que c'est dans ton... Comme tu dis, tu la rembourses à tous les mois, là, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas, tu veux, dans le même mois, tu veux acheter un billet d'avion, tu sais, une coupe de resto client, là, tu sais comment c'est, là. Tu sais, tu peux vite monter 5, 8, 10 000, tu sais, puis là, la compagnie te rembourse, peu importe, mais mon point, c'est que si on me limite ma facilité de crédit, à un moment donné, ça va devenir comme un obstacle à mon opération. Là, puis là, je parle pour les entrepreneurs, mais pour des gens qui sont peut-être des simples salariés. Et je pense surtout aux gens qui gardent malheureusement là, des soldes sur des cartes de crédit. Imagine le scénario où tu as 10 000 sur ta carte de crédit, puis tu dis « Ah, je suis tanné de payer là, des gros taux d'intérêt. Je vais rembourser comme un 2 000 là, que tu t'économises ou whatever, en te disant « Ça va me donner ce buffer-là. Si jamais j'ai une bad luck. » La banque a dit « Ben là, non, ta nouvelle limite, c'est 8 000. » Fait que là, t'as plus de crédit. Fait que là, tu viens de prendre toutes les liquidités que t'avais pour diminuer ton solde. Puis t'as plus de crédit, là t'es comme doublement fourré. Fait que à quelque part, ça pourrait être un désincitatif à rembourser les cartes de crédit pour certains. Ce qui est terrible, là, moi je l'ai toujours dit, la carte de crédit, ça devrait jamais être une place où t'accumules de la dette, évidemment. C'est sûr qu'à 18-22%, c'est pas une bonne chose. Exact. Et je termine, Phil, en te parlant vite, là, tu sais, on a beaucoup parlé de ChatGPT, il y a eu le gros, la tourmente autour d'OpenAI puis Sam Altman ces derniers temps. On est un petit peu plus discret autour de Google, mais qui ont quand même lancé leur truc Bard, là, qui est leur intelligence artificielle dialogique, là, un peu à la OpenAI. Et là, aujourd'hui, ces derniers jours, on a entendu parler de Amazon qui finalement, plusieurs disaient, où est Amazon dans cet univers-là? Il lance enfin un service. Par contre, c'est un service qui est limité strictement aux entreprises. Donc, ce ne sera pas disponible là, pour le grand public. C'est vraiment B2B, comme on dit. B2B, puis ça s'appelle Q. La lettre Q, excuse-moi. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de rivaliser un petit peu Microsoft avec son logiciel qui s'appelle Copilot. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Copilot, dans le fond, c'est comme un ajout que tu mets dans Office 365, dans Office, dans Microsoft. Comme une extension. Et essentiellement, il peut résumer un texte. C'est un peu du ChatGPT, mais d'entreprise, si tu veux. Et Google, qui a un service similaire qui s'appelle
Duet AI. Et donc, essentiellement, Amazon se lance dans cet univers-là. Tu sais, Amazon, il faut le dire, là, c'est le leader incontesté de l'hébergement infonuagique avec AWS. Fait que c'est quand même surprenant qu'ils étaient un peu absents de tout ça. L'autre affaire qui était intéressante pour moi, c'est que ça m'avait complètement échappé, mais on parle beaucoup de OpenAI, puis tu sais, ça a l'air, le bordel a l'air d'être bien pogné là-bas. Mais tu sais, Microsoft avait mis 10 milliards, puis tu sais, ChatGPT, c'est vraiment le Kleenex de l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est le nom, la marque maison. Mais il y a un autre joueur qui, moi, m'intéresse énormément. J'ai écouté beaucoup de balado-diffusion à ce sujet-là. C'est une entreprise qui s'appelle Anthropic. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. C'est des anciens d'OpenAI qui trouvaient qu'OpenAI était comme un petit peu limite, c'était un peu Skynet, là, tu sais, c'était un peu des capitalistes vendus. Ils ont parti une autre compagnie rivale, en fait, qui est comme vraiment plus AI for good, là, tu sais, vraiment une intelligence artificielle. Puis tu sais, avec beaucoup plus de limitations, puis c'est vraiment très sensible. Moi, ça me plaît bien, en tout cas, puis j'ai entendu des entrevues avec les hauts dirigeants. Puis Amazon a investi 4 milliards dans cette entreprise-là, ce que j'avais complètement manqué. Et clou du spectacle, petite affaire, Sam Bankman-Fried, le déchu patron de FTX, on lui a reproché, là, parmi tous ses excès, là, des penthouses aux Bahamas et tout ça, on lui a reproché d'avoir fait des investissements un peu random. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une part très importante de Anthropic qui appartient à Feu FTX, là, qui remettra peut-être de ses centres, et possiblement, l'investissement qu'il avait pris là-dedans aurait été comme multiplié par 1000. Fait que, étrangement, ça se pourrait que FTX renaisse de ses centres via l'investissement dans une compagnie d'AI. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ont possiblement perdu leur argent. Beaucoup d'argent. Donc, voilà, on en reparlera le moment venu, mais c'était notre revue d'actualité. Puis, restez des notes pour entendre deux entrepreneurs qu'on reçoit cette semaine. Yes. À plus tard. À plus tard. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On est bien rendu à notre période d'entrevue. On est avec Philippe-Antoine Defeuille, qui est l'entrepreneur qui est derrière iCrio, et aussi on appelle ça quoi, les succursales Popeye. Popeye Supplément, exact. Popeye Supplément, en ronde, je te disais là, que moi, je suis un de tes clients. Merci beaucoup. On a tombé sur cet article-là dans le Journal de Montréal. Peux-tu peut-être nous expliquer ce que c'est ta nouvelle aventure qui s'appelle iCrio? Oui, exact. Dans le fond, on est une entreprise de services dans la santé et le bien-être. On a 3 gammes de produits différentes. Donc, la première, c'est des services qu'on appelle de style de vie. Donc, des choses qui peuvent, un peu comme l'entraînement ou la course ou tout ça. J'ai lu que tu es un marathonien. Donc, des choses qu'on recommande d'utiliser de façon régulière et continue. Donc, on a la cryothérapie du corps entier. On rentre dans un congélateur qui va jusqu'à moins 100 degrés Celsius. Ensuite, on a la thérapie par la lumière rouge. Donc, la lumière rouge, pour faire un parallèle, lorsque le soleil se couche ou se lève, dans le fond, c'est des rayons rouges qui ont beaucoup de bienfaits. C'est un appareil qui a été développé par la NASA, un peu par erreur. Donc, on parle ici d'anti-vieillissement, récupération, etc. Il y a beaucoup de bienfaits. Ensuite, on a des appareils qui font de la compression. Lorsque, exemple, on a fait une longue course, un entraînement, on a des courbatures, ça va aider à faire un drainage lymphatique. Donc, excellent pour la récupération. Ensuite, on a des saunas à l'infrarouge, détoxification, perte de gras. Je suis un peu intrigué. Moi, je suis client d'aucune de ces choses-là. Mais c'est qui les clients, justement? C'est des athlètes? C'est des madames qui s'ouvrent les chakras avec des... parce que la manière que t'en parles, ça semble être sérieux, là, entre guillemets. Je dis pas que ce l'est pas, mais... Tout à fait. Mais il y a un petit côté de moi qui ça semble un petit peu ésotérique aussi, mais corrige-moi, là, s'il te plaît. Non, je te dirais pas du tout. Je te rassure, il n'y a rien d'ésotérique. Tous les appareils sont prouvés scientifiquement pour leurs bienfaits. Avez-vous une licence médicale? Comment ça fonctionne? Dans le fond, j'arrivais sur le produit du centre, donc on fait des injections en intraveineuse de vitamines, minéraux, d'autres composés. Donc, dans cet aspect-là, évidemment... C'est pas toi qui fais ça? Non, c'est ça. Médecin, infirmière, IPS, qui s'occupe de sur le payroll ou
fait Exactement. des prestataires. Là. Exactement. Moi, sans être ésotérique, je peux te dire que j'ai fait beaucoup de cryo. Donc, le congélateur que tu parles, c'est vraiment spécial. Là, parce que quand tu rentres dans le cylindre... Expliquez-moi, là, vous semblez être les deux experts. Pour moi, la cryothérapie, c'était genre, tu mets de l'azote sur genre des, je sais pas, là, des verrues, des affaires de même. Anciennement... C'était très ciblé, là, tu sais, c'était comme extrême, puis l'idée, c'était de brûler la peau. Là. Anciennement, la cryothérapie se faisait à l'hydrogène. Okay. Aujourd'hui, c'est électrique. Donc, les deux existent, mais nous, on a opté pour la technologie électrique qui est plus facile à contrôler. Mais toi, tu parles du corps entier. Là, exactement. Juste, fait que c'est plus la petite goutte là, sur le coin du pouce ou sur les machines. Non, c'est vraiment... J'ai pas vu ces machines à lui. Tu rentres là, dans mais un frigo. Tu rentres là, debout dans une machine, on te fait enlever tout ton linge, il te faut des gants la plupart du temps, des mitaines, parce on a qu'il de fait l'équipement de fret dans le protection. Puis là, ça amène la température, sauf de ta tête. T'as la tête qui sort, là, ou je sais encore pas. Pas nous, t'as le corps entier. Le corps entier. Avec la technologie électrique, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut avoir le corps entier. Donc, on va vraiment stimuler le nerf vague là, qui passe derrière la tête. Puis, tu sais, un parallèle, il y a beaucoup de gens qui font des bains froids actuellement. Là, ils se mettent dans un. En Formule 1, ils font ça. Exact. Les athlètes de haut niveau font ça depuis très longtemps. Donc là, la technologie est accessible au grand public. Fait que je veux comprendre. Okay? Non, mais c'est récupération. Non, mais c'est... Why not? Non, genre, tu peux aussi te jeter dans un volcan plein de lave, là, why not? Mais blague à part, c'est quoi? Tu dis il y a des bienfaits. Fait que go, là, fais-moi ton pitch. Mais mettons que je suis un genre de sceptique qui veut être convaincu. Là, Ben, c'est sûr que les appareils, ils ont certains bienfaits différents, mais on peut parler généralement d'anti-vieillissement, récupération. Au niveau de l'arthrite, il y a beaucoup de choses. Mettons la cryothérapie qui va aider énormément. Il va y avoir des bienfaits. Mettons la lumière rouge au niveau de la production de collagène, au niveau de la peau. Fait que ça peut aider au niveau des ridules. Fait qu'il y a plein d'applications différentes. Et pour répondre à ta question que je n'avais pas répondu, qui est le client type? Ben, ça va être des gens qui vont être intéressés par l'optimisation de leur performance physique, oui, mais des gens qui vont être au niveau de l'antivieillissement, la beauté, récupération, santé générale, bien-être. Donc, puis là, pour l'instant, tu as un site? Exactement, pour le moment. Cryo, ça s'appelle? Exact. Puis l'idée, c'est-tu de multiplier les points de service? Ouais? C'est une compagnie américaine qui existe depuis... du Texas. Du Texas, qui existe depuis 2015. Moi, j'ai fait l'achat des droits canadiens pour la bannière, puis j'ai acheté une partie de la compagnie américaine également. Dernièrement, on vient de faire le closing sur la transaction. Fait que la compagnie, actuellement, on a une quarantaine d'emplacements ouvert, fonctionnel. Aux États-Unis. 39 aux États-Unis, 1 au Canada, exact. On en a 60 en ouverture, puis on en a 200 autres en développement. My God. Puis là, tous les jours, toutes les semaines, pratiquement, on signe des nouveaux emplacements. Là, j'imagine. Puis là, mais moi, je te dis, mais pour les gens, là, moi, je suis pas un athlète de haut niveau, là, mais je m'entraîne, je fais des Ironman, puis que ce soit cryothérapie ou luminéothérapie, là, de la lumière rouge, moi, c'est dans ma routine d'entraînement. Quand je suis dans ma semaine, les gens qui s'entraînent vont comprendre, là, mais quand je suis dans ma semaine 4, là, qui est la semaine où je suis à mon apogée d'entraînement, où là, je vais faire 20 heures d'entraînement sur 7 jours, c'est sûr que je me fais un cryo, puis là, contacte-moi. Non, mais c'est sûr que je vais aller chez vous, parce que l'endroit où j'allais a fermé en plus. Il y avait un endroit dans le Vieux-Montréal qui a fermé. C'est quoi la concurrence? Ou, c'est parce que ça semble être innovant, mais tu dis qu'il y en avait une place dans le Une place, elle a fermé, puis il n'y en a pas d'autres. Il n'y a aucune autre place. Elle est inexistante pour le moment au Québec, mais pour ceux qui vont, mettons, en Floride ou en Californie, là, ça pousse, là, ça sort comme des champignons. Puis aux États-Unis, il y a cette compagnie-là, donc iCryo, donc tu es maintenant actionnaire, puis je sais pas, le détenteur des droits canadiens. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs aux États-Unis qui sont dans ce même segment-là? Il y a de la compétition aux États-Unis. Il y a 2 compétitions. On va voir ce qu'on appelle du mom and pop shop, donc des compétiteurs qui ont, mettons, 1 ou 2 ou 3 emplacements. Tu as une autre compagnie qui est organisée, mais il n'y a personne qui fait les choses aussi bien. Moi, j'ai audité tout le marché au complet avec mon profil. Quand j'ai contacté les joueurs de l'industrie, ils ont comme, OK, attends un peu, lui, il est intéressant. Il fait partie d'une chaîne qui ont 130 emplacements au Canada, 27 corpos à lui, 250 employés. Ils m'ont comme dit, OK, attends un peu, on écoute. Puis il n'y a personne qui fait
les choses aussi bien avec une marque aussi importante ou avec autant de profondeur. Mais toi, tu as l'expertise. Ma compréhension, c'est qu'à cause de tes autres, de ton autre business, Popeye, tu as cette expertise-là de lancer des franchises, épauler un franchisé, etc. Si tu connais ça. Exact, 100%. C'est mon background est essentiellement là-dedans. Immobilier un peu, mais essentiellement là-dedans. Fait que moi, c'est un autre un peu stream, mais je sais pas quel âge t'as, là. 44 plus ou moins le même âge, c'est ça. Mais, fait que c'est quoi l'histoire, mettons, comment tu t'es né là-dedans? Moi, j'étais en affaires pratiquement toute ma vie. Okay. Dans le détail, retail? Non, le détail, ça a commencé il y a 17 ans avec Popeyes. Avant, j'ai touché un peu à construction, domaine du spectacle. Puis Popeyes, c'est ton idée? C'est ton concept? Non, c'est une marque qui vient d'Edmonton. Okay. Moi, j'ai fait l'acquisition des droits. À l'époque, on était quelques partenaires au Québec. Là, aujourd'hui, je suis seul. J'étais également dans les Maritimes. Fait que j'ai tout l'Est du Canada. Puis j'étais également un des dirigeants de la chaîne. Pan-canadienne, exact. Okay. Puis on va probablement aussi... On prépare une poussée de Popeyes vers les États-Unis également. Fait qu'on se garde occupé. Puis, fait que dans le fond, c'est un peu un modèle là, que tu nous expliques. Popeyes, c'est une compagnie d'Edmonton. Tu as acquis les droits, tu as développé un truc. Tu vas sur le board ou sur le comité de direction de la patente. Icrio, tu es en train de faire un peu le même schéma là, avec une autre business. Exact. T'en as-tu d'autres dans le pipeline? Effectivement. Ça peut pas arrêter, ça. Il paraît que le fondateur de McDonald's est mort récemment. Ouais, c'est ça. Non, 38 000 places dans le monde. J'ai fait une réflexion stratégique il y a quelques années, puis c'est sûr, j'ai beaucoup d'intérêt pour la health and wellness, la santé et le bien-être. Fait que oui, je veux ajouter des compagnies qui œuvrent dans cette sphère d'activité-là, avec un client qui peut se promener d'un écosystème à l'autre, qui va avoir un profil assez similaire, avec des ressources humaines qui sont intéressées par cette industrie-là. Donc, ils peuvent avoir des promotions horizontales, verticales, etc. Bien, c'est sûr que juste en Icrio puis Popeye, les ventes croisées que tu peux te créer entre les deux marques sont impressionnantes. Là. Exact. Fait qu'il y a convergence un peu, mais dans un domaine différent où, le modèle... On est chez Québécois. Exactement. On utilise les keywords. C'est payant au niveau du référencement. Apparemment, oui. Mais, si tu regardes, mettons, dans la restauration rapide, MTY, une compagnie nord-montréalaise. Qui va très bien. Qui va très bien. Ils ont peut-être 40 brands de restaurants. Moi, c'est sûr que, c'est pas mon dada à moi. Moi, c'est santé bien-être. Fait que c'est un segment différent. Fait que c'est ce que j'essaie de faire. Puis, sans rentrer dans les détails, financièrement, as-tu des partenaires financiers? As-tu du capital externe? Non. C'est organique, comme on appelle. Exact. Fait que tu vas, la profitabilité engendre... Les banques, profitabilité. C'est ça, mais c'est de la dette. Là, on a un très bon bilan. On est un acteur qui est très intéressant pour les banques à charte, mais non, pas de capital externe, les propres fonds réinvestis. Imagine une compagnie qui fait du profit. Ouais, c'est ça. My God. Ouais, sans demander de l'aide. What's going on? Ben, tu m'ouvres la porte, justement, pas d'aide, mais est-ce qu'il y a des choses actuellement, je sais pas, dans l'écosystème québécois, canadien, que ce soit réglementaire ou budgétaire, qui te freinent ou qui t'accélèrent? Comment tu considères un peu l'environnement économique québécois-canadien pour c'est sûr la fiscalité, je sais pas. Ouais, c'est sûr que quand, moi, j'ai toujours fait des affaires hors Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis maintenant. C'est sûr que on va se le dire, c'est pas nécessairement évident. Il y a beaucoup de freins. Au Québec. Au Québec, 100%. Nomme-moi un ou deux, là, mettons. Je veux pas, l'idée, c'est pas de décocher des flèches, mais c'est quoi les frustrations que tu as, gars, à ton niveau? Je vais t'en donner un très simple, mettons, construction de sites, les délais avec les villes actuellement, l'affichage. Je te donne un exemple, j'ai un magasin des Maritimes, l'affiche elle doit être grosse comme le Centre Bell. On a 1800 pieds carrés. Quand moi je suis arrivé puis j'avais fait le design, je suis allé voir le propriétaire de l'immeuble, je dis OK, tu fais ce que tu veux, mais veux-tu te faire voir? Veux-tu qu'il y ait du monde qui vienne chez vous? Ben oui, c'est certain.
Ben, dit ton enseigne, elle peut être de la largeur puis de la hauteur de ça. Fait que, OK, parfait, on peut faire ça aussi gros que ça. Oui. Écoute, au Québec, la superficie maximale serait probablement peut-être 20 de ce qu'on a là-bas. Okay. Fait que c'est juste un exemple. Le permis a été émis à l'intérieur de 24 heures à Halifax. Ici, mettons, la ville de Montréal, ça peut prendre 5 mois, 4 mois, 6 mois. Si t'en vas avec de quoi qui juste le permis d'affichage. Oui, exact. C'est fou. C'est fou, là. C'est fou. Fait que, ça, c'est un exemple. Mais, tu sais, moi, je suis un Québécois pur laine. Je suis super heureux ici. On critique parce qu'on aime. C'est ça. Mais, tu sais, si tu regardes, mettons, la fiscalité, tu sais, au Texas, il n'y a pas de taxes d'entreprise. Mais il y a d'autres complexités. Ouais. Les gens ne savent pas ça. Mais aux États-Unis, au Canada, on a 10 taxes de vente. Savez-vous combien il y en a aux États-Unis? 50 000. 50 000. J'allais dire un par État. Non. Mais ouais, okay. Fait que, tu sais, il y a d'autres complexités. Tu sais, aux États-Unis, quand tu construis un emplacement, nous autres, quand on a construit un emplacement, on a besoin d'une inspection, un COD qui s'appelle une inspection d'un inspecteur de la ville qui vient faire certifier que tu as suivi les plans et que tout est kosher, comme on dit. Après ça, tu as le maréchal du Fire Department qui vient faire son tour. Ça, ouais. Fait que, tu sais, il y a des complexités partout. Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai une entreprise, tu sais, tous les emails qu'on écrit à notre équipe, on les écrit en français puis en anglais. Tu sais, mes collègues en Ontario, mes collègues aux États-Unis, tu sais, ils travaillent 50% moins que nous, tu sais, fait que nous, il faut tout traduire, toutes nos procédures, tout notre marketing, tout est traduit. Fait que, un bon client pour ChatGPT, ça. Oui, c'est ça. On le connaît. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il faut prendre les coutumes locales, on va appeler ça comme ça. Mais c'est sûr que le contexte québécois, là, pour moi qui ai eu des opérations à l'étranger, là, je trouve ça généralement beaucoup plus compliqué de faire de la business au Québec qu'ailleurs. Puis c'est pas parce qu'on a une particularité plus importante que les autres. Je pense qu'on aime compliquer au Québec. Point. Juste en termes de... Des fois. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que le consommateur est différent? Ben, moi, je suis dans une industrie c'est sûr, qui est souvent très avant-gardiste. Donc, on est très en retard. Tu sais, comme là, mettons, cryothérapie, bon, là... un peu, les gens connaissent ça un peu, Red Light, les injections, c'est toutes des affaires que, je me fais regarder drôlement, mais c'est des choses que déjà tu t'en vas à Toronto, qui est déjà plus commun. Tu traverses aux États-Unis, c'est wide open, il y en a partout. Fait que le client, puis les mentalités, on est toujours un peu en retard. Le marketing ne frappe pas, mais aussi rapidement. À partir du moment que les gens endossent, la clientèle est super loyale, les gens ont la capacité de consommer. Puis non, écoute, c'est souvent, moi, j'amène des concepts qui arrivent de l'étranger, mais pour moi, c'est important de les adapter à la culture. On est des gens de la place. Fait que... Ben, en fait, nous, on te souhaite beaucoup de succès. Écoute, là, c'est toujours le fun d'avoir des Québécois là, qui moi, j'ai toujours aimé et respecté les gens qui sont dans la franchise. Là, c'est quelque chose, c'est un métier en soi. On en a accueilli quelques-uns. Oui, on a eu La Fleur. On a eu McDonald's à un moment donné. Mais c'est toujours le fun de voir parce que les gens pensent que c'est peut-être plus facile, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut que tu adaptes, comme tu as dit, un paquet d'affaires. Donc, nous, on te souhaite beaucoup de succès avec ça. Alors, Philippe-Antoine Defolle, qui est de iCryo, vous irez voir ça, c'est sur la rive sud de Montréal. À Brossard, dans mon immeuble, d'ailleurs. Ah, c'est ton immeuble? Ouais, okay. Je passais devant par hasard, sans savoir, mais là, je disais, hey, je le reçois la semaine prochaine. Ça se fait-tu à deux, mettons, en couple, genre un cryothérapie duo? Ça peut, oui, ça peut. Sorti la Saint-Valentin, s'en vient. Je suis venu au centre-ville un matin en trottinette électrique à -8 sur le pont Jean-Cassé. J'avais pas envie d'être à -100, mais je te l'accorde, il y a certainement plusieurs bénéfices. Mais ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ont des craintes, puis on a une équipe exceptionnelle. Cool. Ils jump in, puis ils vont faire une petite session avec... mais ça baisse la température, veut pas, parce que t'es deux dans la même... Je blague. Merci beaucoup. Philippe-Antoine Defolle, vous allez voir ça, Popeye et iCryo, qui est à Brossard, mais avec des succursales qui s'en viennent partout au Québec. Merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez, prends pas ça pour du cash.
On est rendu à notre segment d'entrevue. Alors, on est avec Mélanie Grenier de Just Bite. Je dois l'avouer tout de suite. Moi et Francis, on connaît Mélanie pour... de longue date. De longue date, de façon différente. Moi, c'est une amie à moi. Je vais conter une petite anecdote tantôt sur cette amitié-là. Puis, ben toi, je pense que tu la connais depuis longue date. Puis, je pense qu'elle a déjà commandité un de tes événements. Possible, ouais. À l'époque, tu étais à la banque. À la Banque nationale. À l'époque, Banque nationale, qui était un partenaire de Felcamp. Puis c'était une collaboration inédite, en fait, parce que, comme on en parle souvent à l'émission, Phil, les banques sont souvent un peu frileuses, averses au risque, etc. Puis Felcamp, on faisait essentiellement pas la promotion, mais la reconnaissance de l'importance d'apprendre de nos erreurs, de mettre sur la place publique les difficultés que vivent les entrepreneurs. Fait que d'avoir une banque qui s'associait à ça, pour nous, c'était le fun là, d'avoir le soutien institutionnel, puis évidemment un peu d'argent, mais c'était surtout, je trouvais, symbolique de comme légitimer à quelque part l'initiative Felcamp. Mais là, ça me revient, by the way, la raison pourquoi moi je connais Francis, c'est que toi, tu as commandité l'événement à Québec. C'était le premier. Possible, ouais. Puis, t'as perdu un conférencier à Québec. Puis toi, tu m'as mis en contact. Mélanie m'a mis en contact avec Francis pour dire appel à Montréal. Philippe est prêt à sûrement venir. C'est comme ça qu'on s'est connus, moi, puis toi. Ça se peut. Hey, c'est vraiment super bon. Mais tu as décidé, longue carrière. Tu es une sportive. Tu as toujours été sportive. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Elle faisait du vélo de montagne à l'époque, que tu dois encore faire. Tu as été travailler après ça dans des banques. Tu as été vice-présidente la Laurentienne, ça se peut-tu? Laurentienne, Banque nationale, donc dans des grandes organisations. Grandes organisations. Et du jour au lendemain, tu décides de te lancer en affaires dans le sens où tu n'avais jamais fait ça. Tu t'es lancé dans le vide et tu as parti l'entreprise Just Bite. Peux-tu nous expliquer ce que ça fait Just Bite? On fait des collations qui sont santé, qui sont fonctionnelles. Des collations, on en a beaucoup au Québec. Donc, on a un modèle d'affaires un peu différent. On a lancé un modèle par abonnement. Okay. Donc, l'objectif, c'était d'avoir une petite boîte de collation livrée au bureau chaque lundi matin qui nous permettait, lorsqu'on court entre nos rencontres et qu'on est prête à prendre une petite barre de chocolat sur le pouce parce qu'on n'a pas le temps de dîner, on a au moins une collation santé. Donc, à la base, c'était un modèle par abonnement qui a été lancé. Et là, maintenant, 7 ans après, c'est beaucoup plus que ça. On a différents canaux, comme entre autres des épiceries. Est-ce que tu connaissais le domaine de l'agroalimentaire? Non, mais j'étais une passionnée par la nutrition parce que je ne suis pas née avec des capacités respiratoires ou génétiques, cardio-respiratoires super avancées. Puis je faisais de la course de vélo de montagne. Donc, j'avais besoin de trouver qu'est-ce qui faisait une différence dans mes performances. Donc, il y avait quand même une passion au niveau de la nutrition, mais rapidement, on a eu besoin chez Just Bite de s'allier de technicienne en diététique et tout et tout. Donc, puis si on regarde de l'année 1 de la création de l'entreprise, comment que ça s'est passé? Est-ce que en termes de chiffre d'affaires, ça a-tu doublé? Ça a-tu monté progressivement? Ça a-tu été une fusée? Comment ça s'est passé depuis le lancement? On a été incubés la première année au HEC. Ils nous ont donné un ultimatum de dire, êtes-vous capable de lancer votre business en 1 mois? Un mois. Fait que c'était vraiment... C'était un processus d'1 an au HEC. Donc, c'était quand même un long processus. Le jour 0 là, que tu rentres là, avais-tu déjà commencé ou c'était comme tu commençais puis un mois plus tard? On commençait. Ça faisait pas 1 an là, que tu faisais des plans d'affaires? Puis non, ça faisait quand même quelques mois. C'était clair que je voulais être entrepreneur. Donc, j'avais quand même mon idée et le modèle d'affaires d'arrêter. Ceci étant dit, 4 semaines plus tard, lorsque tu lances un modèle d'affaires en ligne par abonnement aux semaines, tu fais pas juste lancer l'entreprise, là. À chaque semaine, il faut produire. Donc, pour répondre à ta question, Philippe, ça a fait un grand bond les 2 premières années. On a démarré en décembre 2017. Ça l'a monté en flèche jusqu'à la pandémie, où est-ce qu'on servait, entre autres, des entreprises, des employeurs qui offraient des collations à leurs employés. Et nos petites boîtes de collation qui étaient pour les professionnels pressés qui avaient à cœur leur santé puis celle de leurs êtres chers, ils étaient plus pressés. Tout le monde avait du temps à la maison. Donc, on a eu définitivement une perte de revenus de 35% à l'intérieur d'une semaine. Puis ça, ça a été difficile, cette période-là? Ça a été un premier grand coup, oui. OK. Quels ont été les autres grands coups? Le deuxième grand coup. On a eu, juste avant la pandémie, on a eu une opportunité de déménager, d'aller dans une plus grande usine. Le local qu'on occupait avait la chance d'être loué à mon voisin, pour une période de 10 ans. Donc, le propriétaire voyait une belle opportunité dans son portefeuille de location. Donc, il nous a invités
à déménager dans un plus grand local parce qu'on était en progression. Ça faisait tout son sens, sauf qu'avec la pandémie, augmentation des coûts fixes, ça a vraiment fait mal et les dernières années ont été extrêmement difficiles. Là, je vais en venir à une publication, puis c'est la raison pourquoi que je t'ai écrit pour que tu viennes nous expliquer ça. Tu as fait une publication dans les médias sociaux, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qui faisait un peu... En fait, c'était son premier roman. C'est ça, là. C'était toute une publication. Pas de photo en plus, hein? Non, c'est ça, non, pas pour t'attirer, juste bon. du texte. Là. Bonjour, je mais tu as m'appelle fait comme un énoncé chronologique de tout ce qui s'est passé dans un délai où tu as flirté avec l'idée de faire faillite. OK? Puis, faut pas se le cacher, je suis très critique envers les gens qui décident d'aller dans cette voie-là. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Je trouve que les lois... Des fois, c'est inévitable. J'ai de la misère. Encore une fois, je juge pas. Personnellement, j'ai de la misère. Je me suis retrouvé, Francis, à plus d'une reprise depuis... je suis en affaires depuis 98. Là. J'ai déjà respiré sous l'eau. J'ai déjà respiré avec une paille parce qu'il fallait que j'aille plus loin. J'ai déjà rabouté 2 pailles ensemble. Puis je pense que je suis au moins mort 2-3 fois en dessous de l'eau. Puis on m'a réanimé. Un paquet, dont toi. Puis je suis même pas gêné parce que c'est ça la vie d'un entrepreneur. Tu sais, puis j'aimerais ça, moi, que d'avoir des subventions comme ben du monde, puis tout être tout beau, tout bon, mais c'est pas ça la vie d'un entrepreneur. Où je vais en venir, c'est que j'ai toujours pensé, mais toujours en disant que je ne juge pas les autres, que tu peux t'en sortir. Je suis d'accord s'il y a des troubles de santé, tu sais, il y a des affaires que... Mais fais-nous un peu... je voulais mettre la table. Mélanie, tu peux y aller, Phil, il va finir l'entrevue tout seul, finalement. Non, mais fais-nous un peu l'explication de cette journée où tu as décidé de décrire tout ce qui s'était passé en l'espace de 24 heures, je pense. Tu as changé ta chemise ou ton fusil d'épaule 14 fois dans une journée avant d'en arriver à une décision. En fait, la publication que vous avez lue a été écrite un bon 10 jours avant. Ça m'a pris 10 jours avant d'avoir le courage de mettre la publication en ligne. Si on recule en arrière, ça a pris des mois avant de prendre la décision où est-ce que clairement, à la vue des résultats financiers, à l'analyse des coefficients d'efficacité, de tous les ratios possibles dans l'industrie d'agroalimentaire, tu vois que ça fait pas de sens, ça ne fonctionne pas. T'investis personnellement beaucoup d'argent de ta poche. C'est un trou sans fond, des milliers par mois et tout et tout. Donc là, tu t'arrêtes puis tu te dis, j'ai 3 options devant moi. Je ferme. L'entreprise a des actifs avec des dettes. Malheureusement, des équipements en agroalimentaire, la dépréciation. C'est ça, la revente. Exactement. Donc, il y a de la dette assurément associée à des actifs qui ont moins de valeur que la valeur de la dette. Donc, option 1, on ferme, on fait faillite. Option 2, on continue de traîner cette lourdeur-là derrière nous qui nous empêche de nous développer, qui nous empêche peut-être de payer certains fournisseurs à temps, malgré qu'on n'avait pas de retard dans tous nos fournisseurs opérationnels. Mais pendant que tu payes des intérêts, tu fais pas des investissements en marketing, tu n'es pas en train de... On ne développe pas du tout. Donc, survie. Quelque part. Vraiment, c'est la survie. Puis sur c'est respirateur artificiel. Pour l'ensemble de l'équipe aussi, pas juste pour l'entrepreneur. On veut grandir, on veut... puis au contraire, là, on doit couper, donc les décisions sont pas toujours agréables, mais sont nécessaires. Donc, option 2, on continue à apporter cette lourdeur-là, puis on le voit que la fin est pas loin, puis on le voit que bientôt, on pourra pas remplir nos obligations. C'est assez clair. On ferme, puis on réouvre sur un nouveau nom. Il y a des industries qui font ça. Dans le chocolat, notamment. La chocolat, la restauration. La restauration, ils gardent même le nom, les nappes. C'est la même affaire. Du jour au lendemain. Non, généralement, ils changent de nom. La construction? Même pas. La construction. Donc, tu te retrouves avec le besoin de parler à quelqu'un qui est un conseiller financier, que j'ai besoin d'aide. Puis en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul. Hein? On est seul au monde, en haut de notre pyramide. Ouais. On peut se confier à très, très peu de personnes. As-tu des associés, Mélanie? Non. Okay. Mais je vais en avoir bientôt. T'es vraiment toute seule. Non, mais... mais tu dis la solitude parce que souvent, il y a des entrepreneurs, justement, qui se mettent à 2 parce que ça fait 2 fois plus de capital puis de tout ça. Mais juste parce que cette notion-là de partager le stress, la prise de décision, ça peut aussi avoir des avantages quand même importants. Oui, je les vois. Je les vois définitivement. Je t'essaie pas de t'apprendre quoi que ce soit. C'est une réflexion que je me faisais à voix haute. Donc, entre les deux, j'ai décidé d'appeler un syndic pour comprendre c'était quoi se mettre sous la loi de la protection contre la faillite.
et j'ai appris autant en l'espace de 2 mois que 7 années entrepreneuriales. Je pourrais écrire un livre sur faire faillite au Québec. Et j'ai décidé de pas aller dans cette direction-là. J'ai décidé de prendre le risque, et c'est un réel risque. J'ai décidé de prendre le risque de faire un avis de proposition sur lequel on a déposé une proposition concordataire. Pour les entrepreneurs qui réfléchissent à ce chemin-là, il faut savoir qu'à partir du moment que tu déposes ton avis, tu déposes une proposition concordataire, tu donnes les clés de ton entreprise. C'est comme ce qu'on appelle un arrangement avec les créanciers. Oui, c'est ça. Une proposition. Okay. Si ta proposition n'est pas acceptée, ça ferme l'entreprise automatiquement. Donc, si on revient à la publication, c'est ce que je relatais. J'étais dans l'Assemblée des créanciers avec la proposition qu'on a travaillé en profondeur dans tous les angles. Je suis allée chercher des gens complètement externes dans mon entreprise pour challenger chacun des chiffres, chacun des ratios. Et la proposition, à 5 minutes de la fin, encore, j'avais aucun cue dans le non-verbal des gens de l'Assemblée si c'était pour être accepté ou refusé. Ça a été accepté. De façon unanime. Ils doivent pas quand même, puis je veux pas, tu nous dis si t'es pas à l'aise d'y répondre, mais ils doivent pas triper les banquiers à dire je vais prendre 50 sous dans la pièce. Oui, mais je veux pas répondre pour elle, mais c'est parce que tu as 2 types de créanciers. Tu as le créancier garanti qui, lui, il vient même pas en compte, il donne son point de vue. Elle est venue. Bon, elle est c'est venue. ça, On peut en parler. Elle est venue. Le créancier, il y a des créanciers qui sont garantis. Eux, la proposition, elle change. Ils sont payés en premier. C'est les fournisseurs. C'est tous les fournisseurs qui, eux, vont les non garantis ou même les prêteurs non garantis, mais c'est rare un prêteur non garanti, là, mais qui mangent un peu une volée. Mais encore une fois, dans tout ce que j'ai dit, moi, dans toute ma carrière, selon moi, tu n'as pas fait faillite, tu as fait un arrangement avec tes créanciers. Oui. Moi, j'ai passé ma carrière à faire des arrangements avec du monde quand ça allait mal. Ouais. C'est juste que j'ai pas pris le processus légal parce que je me sentais assez, je vais dire, tough. Là, ça n'a rien à voir avec le fait de pas être tough. Je pouvais le prendre moi-même. Mais ça, c'est à ton honneur. Puis deuxièmement, qu'elle a été acceptée à l'unanime. Parce que si elle n'est pas acceptée, comme elle a dit, ça ferme. Là, le right là, sur place. Mais là, ça a été accepté. Ça a dû être un gros release émotionnel, par contre. As-tu pleuré, Mélanie? Non, j'ai pas pleuré. Le processus... Moi, j'aurais peut-être pleuré. Moi, j'aurais pleuré. Genre l'espèce de release de tension que ça doit représenter quand t'es comme OK, ça marche. Puis c'est quoi le plan, donc, maintenant? On relance l'entreprise. On est définitivement beaucoup plus allégé. On avait 4 leviers qu'on voulait activer. On a déjà 3 leviers qui ont été activés. On a déménagé. On a réduit nos coûts fixes de plus de 50 c'est pas rien, juste en coûts fixes. Ensuite, on a augmenté nos prix. On n'avait pas augmenté nos prix en épicerie depuis janvier 2022. C'est gênant, ça. Il y a eu de l'inflation, je pense. C'est gênant. Dans l'alimentaire. De l'inflation, toi? Ça n'a pas été facile de négocier une augmentation de prix en ce moment. Oui, ben non. Il y a des moratoires. Donc, ça a pris beaucoup de courage, beaucoup de temps. C'est vrai qu'en plus, en fin d'année, généralement, la période avant Noël, c'est comme tu dis, il y a dans avec les revues médiatiques qu'on a eues, il y a de la pression sur différents paliers aussi gouvernementaux. Donc, on a augmenté les prix. Le 3e levier, c'est d'avoir un distributeur, d'avoir des points de vente supplémentaires. Et de là venait ma publication. Donc, on a été inondés d'opportunités. J'ai besoin d'un outil en ce moment pour gérer genre de CRM, de lead funnel, de lead nurturing. Donc, j'espère sincèrement que ça va fonctionner. C'est pas un écosystème qui est facile, l'alimentaire. Avec du recul, en tant qu'entrepreneur, si je me remets dans mes années très corporatives, puis j'ai regretté aucune minute des 7 dernières années, je l'ai écrit ça aussi. Est-ce que j'ai choisi le secteur le plus facile du tout? Tu sais, j'ai travaillé mes 100 heures par semaine pendant 5 ans, quasi non-stop, pendant 7 ans, à du 80 heures semaine. Si je mettais ces mêmes heures-là dans une autre industrie, dans un autre secteur, probablement que ça serait plus facile. Peut-être, je dis pas... mais tu possiblement. Avoir 2 jobs de 40 heures, peut-être, puis... En faire 2, oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, veux pas, ça a dû te redonner du momentum, parce que quand on est pris dans ce carcan de difficultés, tu travailles moins sur la faire avancer ton entreprise. Tu es 2 mains dans les opérations, day in, day out, excusez l'anglicisme. Mais là, tu sais, c'est quoi la prochaine étape de croissance? Là, veux pas te diminuer tes coûts, changer de local, monter tes prix. CRM, mais tu sais, what's next? C'était quoi le 4e levier?
C'est une bonne question. On a, dans nos coefficients, on avait un défi au niveau de nos opérations dans l'emballage spécifiquement. OK, c'est très, très Donc là, spécifique. on a un flow wrapper qui emballe des collations au moins comme un sac de chips. Un flow wrapper, c'est quoi en français, ça? En cas de doute, achetez-vous un flow wrapper. Donc, on a amélioré l'emballage des produits. Ça augmente la durée de vie. Ça automatise l'emballage. Donc, c'est quand même un très, très gros levier. C'était 2/3 de notre main-d'œuvre. Donc, c'est un bon levier aussi. Donc, pour la suite, Francis, on veut des collations dans toutes les épiceries. On veut des collations, pas juste au Québec, on les veut à travers le Canada. On a aussi un projet de recherche avec Santé Canada pour avoir une ensacheuse tubulaire, juste merci, pour votre information. Une ensacheuse tubulaire. J'aurais jamais deviné que c'était ça en français. Là. Merci pour la recherche. Tu sais, le petit emoji de la tête qui explose, là, il y a ensacheuse tubulaire à côté. J'adore. Excuse-moi, je t'ai interrompu. J'adore. Donc, agrandir le territoire définitivement. Puis aussi travailler une composante qui met beaucoup à cœur, être capable de calibrer les nutriments dans une collation au gramme. OK, mais le 4, c'est comme 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. C'est plusieurs leviers. Il y a plusieurs. Non. Le 4, il est comme fragmenté, plus les 3 autres. Là. Les leviers sont clairs, c'est les 4. Maintenant, la question, c'était, c'est quoi le futur? Donc, le futur, il est définitivement... plus grand de marché et puis plus de précision. Tu parlais d'associés tantôt. C'est-tu le 5e pilier ou c'est un pilier ça transversal ou je sais pas quoi? Ouais? Ça pourrait l'être. des investisseurs? on cherche a des auditeurs qui ont de l'argent, on sait jamais. C'est intéressant. Non, mais blague à part. En fait, c'est surtout d'avoir des gens qui peuvent me compléter. Donc, on apprend beaucoup lorsqu'on est entrepreneur. On se développe énormément aussi. Donc, il y a définitivement des sphères dans l'entreprise qui pourraient être couverts par des profils différents que le mien. Okay. Après 7 ans d'entreprise, après la notoriété qu'on a quand même acquise, avec la légèreté maintenant au niveau du ratio d'endettement, il y a clairement un beau potentiel. Puis oui, j'ai le goût d'avoir des partenaires avec moi pour partager la suite de l'histoire de Just Bite. C'est beau, hein? C'est beau. Toute ta richesse à contribution. Ouais, je pourrais essayer. C'est sûr qu'on va se parler. Là, c'est qui est plus riche entre les deux? Moi, je me questionne. Francis. Clairement. Francis, lui, il a mis tout son argent dans les FTX et les voitures électriques. Il y a les moyens d'avoir un entraîneur privé. Les voitures électriques. Puis ça, franchement. Tu prends soin de toi? Je prends soin de moi, définitivement. Est-ce que En fait, on se connaît depuis tellement longtemps, Philippe. Est-ce que j'ai l'air en forme? Oui, t'as l'air en forme. Je suis vraiment... Honnêtement, je suis même étonné. Avec la publication, je te le cacherai pas, là, je t'ai écrit tout de suite. Tu m'as appelé, tu m'as dit, tu vas-tu bien? Oui, tu m'as dit bien, mais c'est venu me chercher, tu sais. Mais je suis content de voir parce que, tu sais, il y a de dire au téléphone, oui, ça va bien, ça va bien. Mais là, je te vois. Non. Je m'entraîne 6 jours par semaine. Je mange 3 repas par jour. Je reviens de vacances. Mon garçon est en relâche scolaire. Tu manges-tu d'autres choses que du Just Bite? Définitivement. Il faut manger définitivement. Donc, non, je suis en pleine forme. Depuis que j'ai démarré la réflexion, j'ai commencé à bien dormir. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, ça fait quand même 2-3 mois que je dors bien. Oui, donc voilà. Hey, mais Mélanie, merci d'avoir accepté notre invitation. J'invite les auditeurs à aller voir la compagnie justbite.ca. Si vous cherchez des petites collations santé, vous pouvez mettre ça sur abonnement. Puis comme on retourne de plus en plus au bureau, c'est le fun de recevoir ça au bureau ou à la maison. Il n'y a pas que des abonnements. Hein? On a plein de collations à la carte. On fait le meilleur brownies. J'ai-tu vu qu'on pouvait commander direct sur le site? Ah oui, définitivement. Il y a du on fait le meilleur brownies, le meilleur chocolat. Tu m'étonnes. Il n'y a pas de marge. Encore mieux, tu vas le chercher à l'usine. Tu sais. Oui, parce que les frais de livraison... oui, je sais. Au Canada, on n'est pas bien équipé. Ça pourrait être un sujet, les frais de livraison pour les entreprises de e-commerce. Pour une autre chicane. Mélanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être à l'écoute. Justbite.ca. Les meilleurs brownies protéinés. Miam, miam. Yes. Merci, à la prochaine. Au revoir. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.